Hé, encore Watt, fumier. Et oui, c'est encore moi. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de Jawad. Jawad Ben Daoud, Jawad dit Belzébuth, dit le logeur de Daesh, dit le même humain. Jingle bell rock. On parle de lui parce que depuis qu'il est sorti de prison, c'est devenu un putain de phénomène web. C'est un phénomène web de la semaine, ce gars. C'est une vidéo un peu spéciale où on va se poser plein de questions sur comment ce genre d'individu peut devenir un phénomène web et surtout comment notre société permet et, j'ai envie de dire, enclenche ce genre de processus de mémification d'un individu qui est objectivement un complice du terrorisme. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le réf. Vamos a dar la vuelta, Pablo. Vous êtes actuellement sur la chaîne de Georges et vous regardez l'enquête du dimanche. L'enquête qui va faire parler d'elle, peut-être pas. Ça dépend. À voir. C'est parti. Avant de continuer, je voudrais remercier mes contributeurs sur Tipeee parce que c'est grâce à vous si ces vidéos peuvent voir le jour. Et si vous voulez me soutenir, c'est très important de me soutenir, je pense. Je vous mets le lien de ma page Tipeee en description. Et nous, on continue pour la vidéo. Et pour comprendre de quoi on parle, on va faire un petit détour sur la vie de Jawad. D'où vient Jawad? Parce que avant d'être le logeur de Daesh, il est pas né logeur, le gars. C'est un humain. Et la vie de Jawad commence en 1986 à Épinay-sur-Seine, où il grandit jusqu'à sa majorité. En 2006, il y a embrouille, il y a héja, il y a bagarre. Après une sombre histoire de bigot volé, Jawad sort son meilleur tranchoir, volé dans une boucherie, et poignarde un immigré camerounais. L'homicide involontaire est retenu, et notre Jawad se retrouve au trou pendant plus de 8 ans. En sortant, Jawad devient le caïd de la rue du Corbillon dans le 93, El Patron. Et seulement un an après, il va être condamné à pas moins de 13 peines de prison. Évidemment, 13 peines de prison non appliquées, parce qu'on est en France, bien le retenir. Une de ses activités à l'époque est d'être un marchand de sommeil, un bicraveur de rêve, comme on dit. En gros, il repère des Yankees en chien de logement et leur loue une chambre au black. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'il va louer un appartement 48 rue de Corbillon au futur terroriste du Bataclan. Mais le phénomène web n'est pas encore né. Il faut attendre l'opération du 18 novembre 2015 où le journaliste Timothée Leblanc, c'est son nom, c'est pas sa couleur, lui demande « comment, mon Jawad, tu as fait du business avec des terroristes là, je te l'apprends ou quoi ?» Et Jawad Ben Daoud de répondre en patron de la rue, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours, j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Les policiers mettent fin à l'interview pour placer Jawad Ben Daoud en garde à vue. Trop bête, la loose. Alors, je ne vais pas faire un listing de toutes les condamnations que Jawad a eues, mais en gros, après un feuilleton médiatique et judiciaire, il va être condamné à 4 ans d'emprisonnement pour son implication dans les attentats du 13 novembre. Et aussi parce qu'il a menacé de mort son surveillant pendant un transfert de prisonniers, le génie de la lampe. Ouais. Comment elle se passe votre nouvelle vie? Vous faites quoi de vos journées? Mais franchement, rien de spécial. Je suis à la maison, je sors pas beaucoup. Je sors uniquement pour faire les courses. Je vais sur les réseaux sociaux, je reste à la maison, vraiment, je me montre pas trop. Je sors que pour des trucs utiles, quoi, pour sortir le chien, ou pour aller faire les courses, ou aller à la banque, ou quelque chose d'important, ou faire mes papiers, mais je sortirai pas pour aller, par exemple, boire un verre avec quelqu'un dans un endroit où il y a du monde, faire des selfies, ou faire du bruit, ou machin. Je reste vraiment discret, quoi. Et très rapidement, comme ça, comme si de rien n'était, on voit réapparaître notre Jawad national sur le réseau de l'enfer, codé par le shaitan lui-même. Il raconte un peu sa vie, son interpellation, ses conditions de détention, et ça va créer un personnage.
Il me dit, ouais, MHD, il a chuté, MHD, il a chuté. Eh, les gars, j'ai 13 condamnations, 19 ans au total. Arrêtez de me dire je sais pas quoi. Eh, j'ai fait 10 ans plein et 6 ans d'isolement. Alors arrêtez de me raconter votre vie. Sur la vie de ma mère, j'ai 37 ans, j'ai fait 15 ans de placard. Et la vie de ma mère, je suis encore là, j'ai la pêche. Me parler de MHD, il a chuté. Fin de carrière. Sur le mec, il n'y a pas de fin de carrière, gros. Vous êtes malade ou quoi, vous? Il y a des mecs, je connais là. J'ai mon pote, là, il est au placard. La vie de ma mère, il a pris 16 ans. Et là, il sort, il est en mode RS3, ma gueule, il est la vivance. On parle du bonhomme qui a logé des terroristes quand même. Hein. En marketing, on appellerait ça une forme de changement de personal branding, mais un changement du tout au tout. Il passe d'un logeur de terroristes à un phénomène web quasiment sympathique, à l'image d'Arouf Gangsta ou de Morsay. Oui. On va même le voir faire le PNJ Challenge, faire un petit détour dans ce beau pays qu'est la fils de puterie. On prend nos passeports tête de bite et on va présenter ce qu'est le PNJ Challenge, qui est un des challenges les plus cons de l'histoire du challenge depuis la pizza au dentifrice. Le PNJ Challenge, c'est ça. Yes, do you think, huh? Woo! Frog, money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, and you ready, huh? Oh, take it, baby. En gros, c'est des lives où des internautes envoient des commandes ou des emojis qui vont ensuite être répétés par le streamer avec un petit geste caractéristique. C'est complètement con et ça donne l'air d'avoir un arbre généalogique en cercle fermé, mais ça marche. Les mecs se font de l'oseille avec ça. Ça a été popularisé par la descendante directe de Marie Curie, Pinky Doll. Je ne vais pas faire un exposé sur pourquoi ce concept-là, ce challenge-là veut dire que c'est la chute de l'Empire romain en Occident, pourquoi ce PNJ ou ce NPC challenge est parfois très suggestif et pourquoi c'est aussi con que l'application qui l'héberge et que ceux qui le regardent. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Jawad Ben Daoud réapparaît sur la toile avec des lives, avec des interviews et surtout avec des gens qui commencent à considérer ce Jawad comme une célébrité. Et ça, c'est très intéressant. Un autre point à aborder avec vous sur ce Jawad Ben Daoud, je m'appuie sur la table et sur des récits que vont en faire des témoins du procès du bonhomme. Alexandre Devecchio, par exemple, journaliste au Figaro, a montré comment Jawad Ben Daoud est profondément insensible au sort des 130 mecs qui ont été tués le vendredi 13 novembre. Jawad ira même jusqu'à dire, c'est complètement lunaire, mais il dira « Moi, je voulais monter un autre point de vente de cocaïne. » Il dit ça aux policiers. « Je voulais monter un autre point de vente de cocaïne dans la rue, mais maintenant, j'ai une réputation, personne ne voudra s'associer à moi. » Le mec déplore, pour vous dire le décalage du gars. Dans un livre sur le gang des barbares, le journaliste Morgan Sportes trouvait déjà inquiétante l'absence d'empathie chez les jeunes tortionnaires modernes, souvent issus des quartiers, mais pas que. C'est quand même un phénomène qui est assez global. Une des caractéristiques de ce Jawad, c'est le réflexe instantané à se mettre en avant. Que ce soit lors de son procès ou après son procès, il incarne parfaitement ce que Christopher Lasch décrivait dans ce qu'il appelait la culture du narcissisme, à savoir une existence axée sur soi et sur l'auto-gratification au détriment de la communauté et de l'empathie qu'on pourra avoir pour un groupe. Mais l'idée, c'est pas tellement de parler de Jawad Ben Daoud, parce que déjà, j'aborde très souvent l'archétype de ce genre de personnage. Et ensuite, et surtout, si Jawad, le logeur de Daesh, est devenu Jawad, le phénomène web, c'est surtout à cause de son audience. Et j'ai plusieurs théories. Jawad Ben Daoud, l'homme qui a logé des terroristes, il faut le rappeler, va progressivement, et grâce aux réseaux sociaux, devenir un phénomène. Le Luton et tous arrivent en voie de l'assaut, Mokhtar. Je peux pas, je suis au mitard. Roses, thank you. Et c'est là que c'est important de convoquer Guy Debord. Et le bonhomme, il écrit dans les années 60, ce qui va être son temps mort à lui, son banger, il va écrire La société du spectacle. Son postulat, c'est que dans les sociétés pacifiées, entre guillemets, dans les sociétés modernes, tout est spectacle, tout est amusement, rien n'est sacré. Tout le monde est spectateur de sa vie et de l'image qui se fait de la société. Et quand on prend une photo avec Jawad Ben Daoud, comme c'est le cas actuellement, on met de côté notre morale authentique, notre savoir-vivre, notre civilisation pour turn up et s'ambiancer avec un mec qui est indirectement lié au massacre de masse de Français. Mais on s'en fout, puisque dans l'échelle du spectacle, il est plus important de faire le buzz avec un phénomène internet que d'avoir des valeurs qui nous empêchent de s'approcher d'individus comme lui. Normalement, ce qui nous empêcherait d'approcher Jawad Ben Daoud, ce serait d'avoir un réflexe moral, un espèce d'antivirus à fils de pute. Et bah ce réflexe-là, cet antivirus, est complètement détruit
par notre volonté, à nous, audience, de se donner en spectacle avec lui. Notre morale et notre éthique est aliénée par la volonté de faire le buzz. Pour parler assez simplement, le buzz que Jawad représente est plus important que l'origine de sa médiatisation, à savoir 130 morts français dans les attentats. Et la forme des réseaux sociaux, son algorithme, n'est pas, au contraire de Bernard Laroche, innocent. Je m'explique. Les plateformes type X, Facebook, TikTok, Instagram ou même Snapchat ne fonctionnent qu'en retenant notre attention. C'est le business plan, quoi. C'est de garder le plus longtemps possible les gens sur la plateforme. Jawad, parce que on le connaît comme le logeur de Daesh, est un visage qui est connu du grand public. Par conséquent, quand on le voit sur ces réseaux, quand on voit son image sur les réseaux, on reste dessus, on se l'envoie, on se le partage. Et ça va donner une portée de fou à sa présence sur ces mêmes réseaux sociaux. Les algorithmes, par définition, n'ont pas de conscience et encore moins de morale. Ils sont exclusivement axés sur la performance. C'est pour ça qu'on a des vidéos gore ou des vidéos choc, parce que c'est des vidéos qui sont très performantes. C'est parce que les algorithmes se reposent sur la capacité de jugement des individus à arbitrer sur ce qu'ils veulent voir, en leur proposant n'importe quoi et en laissant aux individus le choix de trier entre ce qu'ils jugent moral et immoral. En expliquant qu'il ne voulait pas que tous les détails intimes de sa vie se retrouvent dans la presse, comme ça a pu être le cas tout le long de ces... Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. C'est horrible, ça fait vraiment podcast des années 2010. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des études qui ont montré que plus un individu est exposé à des informations violentes ou spectaculaires, moins ces informations vont être interprétées, vont être vécues comme violentes ou spectaculaires par l'individu. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation par exposition répétée. Et même plus grave, Bushman et Anderson, deux chercheurs américains, montrent que les individus exposés à la violence, à cette violence-là, vont normaliser cette même violence. Donc ils vont se dire c'est normal. C'est comme ça que les choses doivent être. Une des conséquences directes de cette désensibilisation est l'absence d'empathie généralisée. Bon, c'est quoi le lien entre l'absence d'empathie et Jawad Bendaoud ? En quoi il est responsable ou acteur de cette désensibilisation ? Parce que c'est un processus qui s'auto-alimente. En le considérant comme un phénomène médiatique, on le détache artificiellement de son parcours criminel. Et en le détachant de son parcours, on rend le phénomène moins grave. Et de fil en aiguille, il devient un buzz comme un autre. Une autre théorie qu'on peut interroger, c'est celle des référentiels culturaux. Et oui, mais pour comprendre cette partie, on va revenir un peu sur des fondements théoriques. Une société, c'est un ensemble d'individus qui vont partager, entre autres, des éléments narratifs communs. Ces éléments, en général, le fruit de l'histoire, vont produire une relative paix sociale, un relatif apaisement. Alors évidemment, il y a énormément de différences parmi toutes les sociétés humaines, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fondement même d'une société, c'est la recherche de la paix et de l'harmonie. Si on s'est mis d'accord pour remettre une partie de nos libertés à l'État, c'est justement pour pas qu'on ait besoin de porter une arme lourde pour aller chercher du pain, parce qu'on fait confiance à la paix sociale. C'est comme ça que ça marche une société. Et pourquoi je fais un détour par cette anthropologie humaine ? Parce que cette harmonie-là, ce pacte social-là, il n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit d'une longue évolution de notre société et d'une assimilation forte des populations nouvellement arrivées qui interprètent et intègrent ce processus de paix sociale. Cette assimilation a été progressivement mise de côté dans les années 1970 puis 1980 et c'est même inversé dans ces années-là. C'est plus à l'arrivant de s'adapter à l'État-nation, mais c'est à la nation et à l'État de s'adapter aux nouveaux arrivants. C'est l'ère de ce que beaucoup ont appelé le multiculturalisme. Plusieurs cultures vont cohabiter au sein d'un territoire géographique qu'est la France et on essaye que tout se passe dans le meilleur des mondes. Sauf que les cultures qui cohabitent, puisqu'elles n'ont plus rien en commun, vont parfois s'opposer. Dans le jargon, on parle de friction interculturelle. On n'a plus les mêmes références morales, plus les mêmes attaches émotionnelles et plus les mêmes rapports à l'histoire. J'ai pas oublié Jawad, j'y arrive. Mon chat, il dort debout, voilà, ça ouf. Dans l'histoire, il y a un concept intéressant qui s'appelle la mémoire collective. C'est développé par le sociologue Maurice Halbach, dont j'ai déjà parlé, et c'est l'idée qu'une société se construit aussi au regard des traumas communs qu'elle a. Les guerres, par exemple, c'est un trauma commun qui va forger la mémoire collective et qui façonne l'identité et la cohésion sociale. On se rappelle qu'il y a eu un moment de guerre, un moment où on a combattu ensemble, et c'est ce qui crée le commun qu'on a. C'est ce qui crée, on est solidaires les uns entre les autres parce qu'on sait qu'on a vécu des événements forts et traumatiques ensemble. C'est ça, la mémoire collective. Les attentats du 13 novembre sont un trauma collectif
pour les Français. Tout comme Charlie Hebdo, tout comme l'hypercachère et tout comme tous les massacres de Français qui ont eu lieu en France. Et pour nous Français, il nous est impensable de serrer la pince à quelqu'un qui est impliqué dans ces attentats. En se prenant en photo avec Jawad ou en ayant une relation virtuelle de sympathie avec lui, on s'extrait justement de la mémoire collective des Français. Et j'ai envie de dire, c'est parfaitement normal. La France, d'elle-même, via l'immigration et via la chute de l'éducation et la chute de l'État, via l'enseignement de l'histoire aussi, a entraîné une multiplication des mémoires collectives. Les Français ont leur mémoire collective, le 13 novembre, Charlie Hebdo, Thomas ou Lola, et d'autres gens, d'autres personnes issues d'autres cultures ont d'autres mémoires collectives. Ces mémoires cohabitent, mais ne se mêlent pas. Les jeunes Français, parfois musulmans, sont bien plus religieux que leurs parents et ont donc d'autres référentiels culturels et mémoriaux que nous. Et pour vous donner un exemple de ce que je dis et que ce que je dis n'est pas tombé du ciel, imaginons que l'attentat sur des musulmans à Christchurch se soit produit en France. En France, on a une personne qui est tirée dans une mosquée et qui ait fait plusieurs dizaines de morts. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un prototype comme Jawad, le logeur, qui aurait logé le terroriste de Christchurch, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il pourrait se balader dans la rue? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on pourrait voir des TikTok de ce mec-là et qu'il devienne un phénomène web de la semaine? Est-ce que vous pensez sincèrement que la communauté musulmane tolérerait qu'un individu comme ça puisse exister sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Vous êtes fait douiller. TikTok, big luck, good luck. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!